Les lumières de Noël sur le sapin de mes parents clignotaient en alternance rouge et vert, projetant des ombres dans le salon où j'avais passé toutes les fêtes de fin d'année depuis 29 ans, et certaines choses ne changeaient jamais, comme les décorations qui dataient de mon enfance, l'ange au sommet qui penchait légèrement vers la gauche comme il l'avait toujours fait, et l'opinion de ma famille sur mes choix de vie qui restait aussi figée que l'étoile du Nord. Sophie, ma chérie, tu as mis ton CV à jour récemment, a demandé maman depuis la cuisine, sa voix portant ce mélange particulier d'inquiétude et de déception que j'avais appris à reconnaître dès l'âge de 12 ans. J'ai accroché avec précaution une boule argentée sur une branche basse et j'ai répondu « Je ne cherche pas de travail, maman ». Elle a surgi avec un plateau de sablés de Noël, les mêmes qu'elle faisait chaque année en forme de sapin et d'étoiles, et a rétorqué « Eh bien, tu devrais, tu ne peux pas continuer à papillonner d'une chose à l'autre, tu as presque 30 ans. » J'ai répondu que j'étais consciente de mon âge quand papa a levé les yeux de son journal Le Figaro, ses lunettes de lecture perchées sur le nez, pour dire « Ta mère a raison, il est temps de te stabiliser, de trouver un CDI quelque part, peut-être dans l'administration. » Ta cousine Céline ne t'avait pas obtenu cet entretien à la BNP? J'ai dit que je n'étais pas allée à cet entretien, ce qui, selon lui, était exactement le problème, et il a plié son journal avec une précision délibérée en ajoutant « Tu ne peux pas faire la difficile quand tu n'as pas d'emploi stable, n'importe quel travail vaut mieux que pas de travail du tout. » Mon frère aîné, Nicolas, est entré en revenant du garage, époussetant la neige de ses épaules, car il était venu de Bordeaux avec sa femme, Julie, et leurs 2 enfants. Nicolas était chirurgien dentiste, prospère, respecté, exactement ce dont les parents rêvaient quand ils imaginaient l'avenir de leurs enfants, et en entendant parler de ma situation professionnelle, il a attrapé un sablé en souriant et a demandé « C'est quoi cette fois ? Consultante freelance, entrepreneuse, digital nomade ?» J'ai répété que j'avais un travail. Ce à quoi il a répondu ironiquement « C'est ça, le truc technologique mystérieux que tu n'expliques jamais », avant de mordre dans le gâteau et de dire à maman qu'ils étaient parfaits comme toujours. Julie est apparue, poussant leurs jumeaux de 7 ans vers le plateau de gâteau, et m'a dit « Sophie, j'ai vu sur Facebook que tu n'as pas mis ton LinkedIn à jour depuis 2 ans, ce n'est pas idéal pour la recherche d'emploi, je pourrais t'aider à l'optimiser si tu veux, j'ai suivi un atelier sur le personal branding. » Maman est intervenue pour dire qu'elle appréciait le geste mais que j'étais têtue, ajoutant que cela faisait 3 ans maintenant que je travaillais de chez moi sur mon ordinateur portable sans jamais expliquer ce que je faisais vraiment, sans bulletin de salaire fixe, et qu'on voyait bien que ce n'était pas viable. J'avais essayé d'expliquer plusieurs fois, ce premier Noël après avoir quitté mon poste d'ingénieur senior chez Google France pour lancer Dataflow Solutions, j'avais tenté de décrire ce que nous construisions. Une plateforme révolutionnaire d'analyse de données utilisant l'apprentissage automatique pour aider les systèmes de santé à prédire les résultats des patients et à optimiser l'allocation des ressources, mais maman avait souri poliment en demandant si j'avais envisagé de reprendre des études pour devenir infirmière car la santé était un secteur stable. C'était il y a 3 ans, et depuis, j'avais arrêté d'essayer d'expliquer, alors que Dataflow Solutions était passé de juste moi et ma cofondatrice Léa travaillant dans mon appartement à une équipe de 85 employés répartis dans 3 bureaux, que nous avions sécurisé une levée de fonds de 180 millions d'euros en série B il y a 8 mois, que notre liste de clients comprenait l'AP-HP, l'Institut Pasteur et le CHU de Lyon, et que le mois dernier, Santé publique France nous avait contactés pour construire un système national de préparation aux pandémies, mais ma famille pensait toujours que j'étais au chômage. Sophie pourrait venir travailler à mon cabinet, a proposé Nicolas en s'étalant sur le canapé, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'accueil, ce n'est pas glamour, mais c'est un CDI avec une mutuelle et des congés payés. J'ai ajusté une autre décoration en disant que c'était très gentil mais que j'étais bien où j'étais, ce à quoi papa a répondu factuellement, où tu es, c'est nulle part, tu fais du surplace, à ton âge ta mère et moi avions des carrières stables, une maison, de l'épargne, alors que tu vis toujours dans ce petit appartement, sans mari, sans plan de carrière clair. Mon petit appartement était un loft de 2 chambres dans le Marais à Paris que j'avais acheté comptant l'année dernière pour 1,2 million d'euros, mais il ne l'avait vu qu'une fois brièvement et s'était surtout concentré sur la façon dont je pourrais mieux utiliser la 2e chambre si je prenais un colocataire pour m'aider avec le loyer. Et je n'avais pas pris la peine de les corriger. Maman a annoncé que le dîner était presque prêt et m'a demandé de mettre la table, la salle à manger était déjà décorée, la belle porcelaine sortie, et j'ai commencé à placer l'argenterie tandis que la conversation dérivait autour de moi sur le cabinet prospère de Nicolas,
les résultats scolaires de ses enfants, la promotion de Julie au poste de directrice marketing, et les fiançailles de ma cousine avec un avocat. Et toi, Sophie, a demandé tante Catherine alors que nous nous asseyions pour dîner. Elle était arrivée pendant que j'étais dans la cuisine, enveloppée dans un manteau de fourrure et traînant un sillage de parfum, demandant ce que je faisais ces temps-ci. Maman a rapidement répondu, elle est entre deux opportunités, mais elle cherche activement. J'ai dit que je ne cherchais pas, et tante Catherine a compati en disant que le marché du travail était difficile, que le fils de sa voisine avait été au chômage pendant 6 mois avant de trouver quelque chose chez MCDO, que ce n'était pas idéal mais qu'au moins c'était un revenu. Papa a ajouté en découpant le chapon que la situation de Sophie était différente car elle avait un diplôme, un truc en informatique de Polytechnique, donc elle était surqualifiée pour la plupart des postes mais n'avait pas l'expérience pratique que les employeurs voulaient, parlant comme si je n'étais pas assise juste là. Nicolas a levé son verre de vin en disant « Espérons que la nouvelle année apporte de meilleures opportunités » et ils ont tous bu à cela pendant que je mangeais ma dinde en silence. Après le dîner, nous sommes retournés au salon, la télévision était allumée sur une chaîne d'information diffusant des programmes de fête, et maman a distribué les cadeaux pendant que papa tisonnait la cheminée. « C'est pour toi, Sophie » m'a dit maman en me tendant une boîte emballée, précisant que c'était un cadeau pratique cette année dont il pensait que j'aurais besoin. Je l'ai ouvert soigneusement pour découvrir un porte-documents en cuir avec un bloc-notes, un stylo et un porte-carte de visite, le genre de choses qu'on apporte aux entretiens d'embauche, et maman a expliqué que les premières impressions comptaient. J'ai dit merci, puis papa a sorti une enveloppe de derrière le canapé en disant « Ta mère et moi en avons discuté, nous savons que l'argent est probablement juste, cela devrait t'aider à tenir le coup jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. » Le chèque à l'intérieur était de 5 000 €. J'ai protesté, mais maman a insisté fermement en disant que j'étais leur fille et qu'ils n'allaient pas me laisser galérer pendant les fêtes, que je devais l'utiliser pour le loyer ou les courses, et qu'il fallait vraiment que je m'engage à trouver quelque chose de stable en janvier, fini les bêtises de consultante freelance. Nicolas s'est penché, a vu le chèque et a sifflé en disant que c'était généreux et qu'à mon âge il était déjà établi et n'avait pas besoin d'aumône, ce à quoi Julie l'a gentiment réprimandé, mais il a insisté sur le fait que j'avais besoin de motivation. J'ai replié le chèque et l'ai remis dans l'enveloppe sur la table basse en disant que j'appréciais l'intention mais que je n'avais pas besoin d'aide financière, ce qui a fait dire à papa que l'orgueil ne paierait pas mes factures. J'ai commencé à dire que ce n'était pas de l'orgueil quand maman m'a interrompu pour dire qu'on avait déjà eu cette discussion, que je disais aller bien mais qu'il n'en voyait jamais la preuve, quand soudain le volume de la télé a augmenté car mon neveu avait attrapé la télécommande en cherchant un gâteau. Alerte info en ce soir de Noël, la voix du présentateur de BFM TV a rempli la pièce, nous interrompons nos programmes pour une actualité technologique majeure qui s'est développée tout au long de la journée. Julie a demandé à son fils de baisser le son, mais l'écran avait changé pour afficher le bandeau rouge Alerte Info et un titre, La fondatrice mystère de la tech révélée. Le présentateur a continué, l'identité de la fondatrice anonyme derrière Dataflow Solutions, l'une des entreprises de technologie de santé à la croissance la plus rapide en France et en Europe, a enfin été confirmée. Depuis 3 ans, l'entreprise maintenait une confidentialité stricte sur sa direction, mais BFM TV a appris en exclusivité. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un SMS de Léa, ma cofondatrice, je sais que tu es en famille, je suis tellement désolée, l'info a fuité, c'est partout. Le présentateur expliquait que Dataflow Solutions avait fait les gros titres plus tôt cette année en sécurisant 180 millions d'euros de financement, que la plateforme était adoptée par plus de 400 hôpitaux et créditée d'avoir sauvé environ 10 000 vies. Maman a tendu la main vers la télécommande pour trouver quelque chose de plus festif, mais Nicolas s'est redressé en disant « Attends, ce nom d'entreprise me dit quelque chose. » Le présentateur a poursuivi, la fondatrice, qui opérait sous un anonymat strict, a été identifiée comme étant Sophie Moreau, 29 ans, ancienne ingénieure de Google France qui a quitté son poste il y a 3 ans pour lancer l'entreprise depuis son appartement parisien. Le salon est devenu silencieux, ma photo est apparue à l'écran, ma photo de presse officielle prise le mois dernier pour le magazine Challenge, et tante Catherine a pointé l'écran du doigt en criant « C'est Sophie ». Le journaliste a continué. Selon des sources proches de l'entreprise, Mademoiselle Moreau détient personnellement 68% de Dataflow Solutions, ce qui, à sa valorisation actuelle de 2,1 milliards d'euros, porte sa fortune personnelle à environ 1,4 milliard d'euros. Le verre de vin de papa a glissé de sa main, le vin rouge éclaboussant le tapis, mais personne n'a bougé.
Maman a balbutié que ça ne pouvait pas être vrai, tandis que le reportage expliquait que j'étais diplômée de Polytechnique et que j'avais commencé à développer la technologie chez Google, montrant ensuite des images de la Pitié-Salpêtrière où un médecin en blouse expliquait que Dataflow avait révolutionné leur pratique et réduit la mortalité en soins intensifs de 23%. De retour en plateau, le présentateur a mentionné le contrat de 300 millions d'euros avec Santé publique France et l'équipe de 85 employés. Nicolas avait sorti son téléphone et tapait frénétiquement « C'est réel, c'est sur les Échos, Le Monde, Forbes ». Le présentateur a ajouté que j'étais notoirement privée, refusant les interviews, mais que ceux qui travaillaient avec moi me décrivaient comme une innovatrice brillante. Julie a dit d'une voix faible « Tu possèdes une entreprise d'1 milliard » et Nicolas a corrigé « 2,1 milliards de valorisation » en me regardant « Sophie, c'est vraiment toi ?» La télé a montré une capture d'écran de l'article de Challenge qui ne devait sortir qu'en janvier avec le titre « La milliardaire invisible ». Maman a émis un son entre le halètement et le sanglot. Le journaliste a lu un communiqué de Dataflow confirmant mon identité et réitérant notre mission de sauver des vies. Papa a finalement prononcé mon nom, sa voix tremblante, et j'ai regardé ma famille. Maman était pâle, papa avait l'air malade, et l'expression de Nicolas oscillait entre le choc et l'embarras. J'ai dit simplement, c'est vrai. Maman a bégayé, mais... Tu as dit que... Je lui ai rappelé que j'avais essayé de leur dire plusieurs fois mais qu'ils ne voulaient pas écouter. Nicolas a protesté que j'avais dit travailler dans la tech, pas posséder une multinationale, et j'ai répondu que j'avais dit avoir fondé une entreprise de technologie de santé et expliqué ce que nous faisions, mais qu'il m'avait dit que ce n'était pas un vrai travail. Un analyste tech est apparu à l'écran pour expliquer que ce que j'avais bâti était l'une des innovations les plus importantes de la décennie, soulignant que j'avais gardé 68% des parts, une stratégie commerciale brillante. Julie lisait son téléphone, les yeux écarquillés. Il y a un article sur ton appartement, il dit que tu l'as payé comptant pour 1 million. 1,2 million, ai-je corrigé doucement. Tante Catherine avait les deux mains sur la bouche. L'analyste à la télé louait mon anonymat intentionnel dans une industrie obsédée par la célébrité, disant que je m'intéressais à résoudre des problèmes, pas à être célèbre. Maman s'est levée brusquement pour aller à la fenêtre, les épaules tremblantes, et papa s'est frotté le visage en murmurant « Le chèque ». On t'a donné un chèque de 5 000 € alors que tu es milliardaire parce qu'on pensait que tu ne pouvais pas payer ton loyer. J'ai dit que je savais. Nicolas faisait défiler les articles, celui-ci dit que tu as refusé une offre de rachat de 900 millions d'euros par Google l'année dernière. Tu as dit non à 900 millions ? J'ai répondu que ce n'était pas assez et qu'il voulait le contrôle de la technologie. Sa voix s'est brisée quand il a dit qu'il travaillait depuis 12 ans pour un cabinet valant peut-être 2 millions, et j'ai expliqué que c'était pour garder la mission intacte. Julie a posé son téléphone comme s'il était explosif en répétant « 400 personnes sont en vie grâce à toi ». Maman s'est retournée, en larmes, avouant « J'ai appelé ça une phase, j'ai dit à Catherine que tu traversais une phase de chômage, je t'ai offert un porte-documents pour des entretiens ». La télé montrait maintenant un administrateur d'hôpital disant que ma technologie serait la norme partout d'ici 5 ans. Papa a regardé l'enveloppe sur la table et a dit « Tu dois penser qu'on est des idiots ». J'ai répondu non, qu'ils avaient essayé d'aider, mais qu'ils m'avaient laissé croire que j'échouais alors que je leur disais le contraire, qu'ils n'avaient jamais voulu voir mon bureau ou écouter mes explications. Papa a commencé à dire que je ne leur avais jamais montré, mais je lui ai rappelé le Noël d'il y a 2 ans où j'avais expliqué la levée de fonds et qu'il m'avait dit que ça ressemblait à une arnaque. Nicolas a trouvé un profil dans la revue des anciens de Polytechnique sorti il y a 6 mois et a demandé si je leur avais envoyé, j'ai confirmé l'avoir envoyé à la liste email de la famille, et il a admis l'avoir probablement supprimé sans lire. Le téléphone de tante Catherine a sonné, c'était une amie de son club de lecture qui avait vu les infos. Le téléphone de maman vibrait sans cesse. Sur BFM TV, on parlait maintenant d'une valorisation possible à 10 milliards d'euros dans 5 ans. Julie s'est levée pour prendre l'air sur le perron, et les jumeaux ont demandé si tante Sophie était célèbre comme Iron Man, ce à quoi Nicolas a répondu oui, et probablement plus riche. Papa s'est raclé la gorge pour présenter des excuses, admettant qu'il m'avait traité comme un échec pendant 3 ans alors que je bâtissais quelque chose d'extraordinaire. J'ai répondu qu'il m'avait traité comme il voulait me voir, que j'étais le baromètre de l'échec dans cette famille pour faire briller Nicolas,
et que j'avais arrêté d'avoir besoin de leur approbation il y a 3 ans. Papa a dit que je devrais avoir besoin de leur approbation, mais j'ai corrigé, non, papa, je devrais avoir votre soutien, c'est différent. La télé montrait nos bureaux parisiens et l'excellente culture d'entreprise. Tante Catherine a coupé son téléphone qui sonnait encore. Julie est revenue dire que tout le monde savait, et Nicolas a confirmé que la BBC et Reuters en parlaient et que j'étais en tendance numéro 1 sur Twitter. J'avais 63 appels manqués. Maman s'est approchée lentement en s'excusant profondément, demandant si je pouvais lui pardonner. Je l'ai regardée, ma mère qui m'avait sous-estimée pendant 3 ans, et j'ai dit honnêtement que je ne savais pas encore, que j'étais fatiguée d'être la déception et de devoir prouver ma valeur, et que ce qui faisait mal, c'était qu'ils avaient besoin de BFM TV et de Forbes pour me croire. Papa a demandé ce dont j'avais besoin, et j'ai dit, juste de la reconnaissance, admettre que vous aviez tort et que j'avais raison. Il l'a admis immédiatement, disant que j'étais brillante. Nicolas m'a tendu la main en disant que j'étais meilleure que tous, mais j'ai répondu que j'étais juste différente. Julie a prévenu que je serais le plus grand sujet tech de l'année des demain. Mon téléphone sonnait sans arrêt, des journalistes, des producteurs TV. Nicolas a suggéré que je réponde, mais j'ai refusé car c'était censé être Noël en famille. Maman pleurait en souriant, disant que j'étais une meilleure personne qu'il ne méritait. La sonnette a retenti, les voisins, les Dubois, avec une bouteille de vin, voulant féliciter la milliardaire et prendre une photo. Papa les a laissés entrer, et après leur départ, d'autres voisins ont suivi, transformant la soirée en cirque médiatique. À 21h, j'ai annoncé que je devais partir pour gérer la situation depuis Paris avant que la maison ne soit encerclée de photographes. Maman m'a supplié de rester, me disant combien elle m'aimait, et j'ai répondu que je savais qu'elle m'aimait, que le problème n'avait jamais été l'amour mais le respect, et qu'elle me respectait maintenant parce que le monde lui disait de le faire. Elle a promis de regagner ce respect. J'ai embrassé tout le monde, et en sortant, Nicolas m'a dit qu'il était fier, non pas pour l'argent, mais parce que je sauvais des vies, ce qui était plus grand que tout ce qu'il ferait. Je lui ai rappelé qu'en tant que dentiste, il aidait aussi les gens. Dehors, les photographes ont commencé à flasher et à crier des questions alors que je montais dans ma simple Honda Civic. En quittant l'allée, j'ai vu ma famille à la fenêtre. J'ai appelé Léa qui m'a dit que le bureau était en ébullition et qu'il fallait une stratégie média. J'ai dicté, une conférence de presse demain, 5 questions, puis retour au travail, car la mission de sauver des vies ne changeait pas. Léa a ri en disant « Te voilà de retour ». J'ai roulé vers l'autoroute A6, vers Paris, vers mon tombeau de travail, recevant des SMS d'excuses de maman et de Nicolas, et j'ai commencé à rire dans ma voiture, car il y avait quelque chose de parfait dans cette absurdité. Ma famille m'avait sous-estimé pendant 3 ans, et c'est le jour de Noël, le jour où ils me donnaient des leçons de carrière, que l'univers avait choisi pour leur prouver tort de la manière la plus spectaculaire possible.